Bonjour, vous avez parlé du marché du travail ce matin en expliquant à juste titre que c'est le problème numéro 1 de l'attractivité et de l'emploi en France, bien devant des problèmes comme celui du coût du travail. Il y a une réforme qui est en cours avec 3 tabous ou 3 lignes rouges qui ont été établis par le président de la République. Le contrat de travail, le SMIC, les 35 heures. Quelle est votre vision des changements apportés sur ces 3 lignes ? Sur le contrat de travail, je le redis, si jamais le gouvernement va aussi loin que ce qui est annoncé ce matin dans les Échos, je serai le premier à le saluer. Je pense qu'il est indispensable de toucher au contrat de travail. Moi, je propose d'avancer dans 3 directions. Le CDI, je ne crois pas qu'il soit indispensable d'y toucher, sauf pour les questions de licenciement dont on vient de parler. Je propose qu'on modifie totalement le CDD, qui aujourd'hui, je le rappelle, la modalité de recrutement la plus employée, qu'on assouplisse totalement le recours au CDD, de façon à ce que, en matière de renouvellement, il n'y ait pas de difficulté. Vous voulez le renouveler 2 fois, 3 fois, 4 fois. D'abord, ça permettra à Myriam El Khomri de ne pas faire de bêtises le matin chez M. Bourdin. Et ensuite, ça donnera aux entreprises la souplesse nécessaire. Je veux juste qu'à chaque renouvellement, ce soit un peu plus coûteux pour l'entrepreneur et un peu plus avantageux pour le salarié. C'est tout. Tout le reste, exactement comme l'a fait Matteo Renzi en Italie, des droits progressifs pour le salarié jusqu'au moment où, au 3e, 4e renouvellement, ce sera encore plus intéressant pour l'entrepreneur de l'embaucher sous statut de CDI. Ça, c'est la 2e orientation. Et puis, je veux qu'on mette en place des e-contrats, des contrats numériques extraordinairement souples, très simples, pour les jeunes entrepreneurs qui veulent embaucher quelqu'un pour quelques heures ou quelques semaines. Quelque chose qui serait totalement dérogatoire du droit commun, mais qui correspondrait à la demande de jeunes qui veulent créer leur entreprise et qui ne vont pas prendre un salarié avec tout ce que ça représente comme obligation derrière. Voilà les 3 propositions que je fais. Simplification, assouplissement complet du CDD. Pour le CDI, assouplissement des règles de licenciement économique dans les 2 directions qui sont proposées apparemment par le gouvernement. Et en 3e lieu, création d'un e-contrat qui permettra aux jeunes entrepreneurs d'embaucher de manière extrêmement souple, uniquement sur Internet, leurs salariés, avec les URSSAF qui rempliront toutes les déclarations nécessaires à côté. Sur les 35 heures, je vais être très banal, je considère qu'il faut laisser aux entreprises la liberté de décider de leur temps de travail. J'estime que cet accord conclu au sein de l'entreprise ne doit pas pouvoir être contesté par un syndicat représentatif et j'estime que c'est à chaque entreprise de négocier le seuil de déclenchement de ces heures supplémentaires. Le seul point que je veux conserver, c'est que l'heure supplémentaire doit être payée plus que l'heure normale. Et donc je veux garder le plancher de 10% pour la revalorisation des heures sup, parce que je considère que si on fait une heure sup, c'est normal qu'elle soit plus payée qu'une heure normale. Enfin, s'agissant du SMIC, c'est une vraie difficulté. On ne peut pas se le cacher, c'est un tabou complet. Mais quand on regarde attentivement, on sait que c'est une vraie difficulté. Je ne pense pas qu'il faille s'attaquer frontalement au SMIC. Parce que vous touchez, pour le coup, un acquis social très profondément ancré chez les Français. Et cette idée que vous vous attaqueriez au SMIC, pour les Français, je pense que ça apparaîtrait comme l'effondrement d'un progrès social acquis depuis des décennies. Et j'ai peur que ce que vous provoquiez soit plus négatif que ce que vous pourriez obtenir en retour. Donc je pense qu'il faut trouver des moyens de contourner l'obstacle et travailler un peu plus pour garder le SMIC, mais permettre à ceux qui sont le plus éloignés de l'emploi de trouver quand même un travail. 2 exemples. Les contrats d'insertion. Je pense qu'il faut élargir les contrats d'insertion à un public beaucoup plus vaste. Le contrat d'insertion est payé en dessous du SMIC. Je pense que pour toute personne qui est vraiment fragile, qui depuis 3 ans ou 4 ans au chômage, qui a des problèmes comportementaux, parce que c'est un des problèmes majeurs, tous ces Français qui sont cassés par la vie, qui ont connu des dépressions et qui n'en sont pas forcément sortis, qui ont des problèmes d'alcoolisme, qui ont des problèmes psychiques. Vous avez 2 millions de personnes en France qui souffrent de problèmes comportementaux. 2 millions. On fait quoi? On les laisse de côté, on dit ils ne sont pas bons à travailler. Moi, je veux que tout le monde ait un travail. Je considère qu'on se grandit par le travail, qu'on progresse par le travail. Eh bien, ces personnes-là,
Je veux qu'elles aient accès au travail grâce à ces contrats d'insertion qui contournent le SMIC sans qu'on touche au SMIC. Mais je veux vraiment que chacun ait un travail. Prenez les personnes schizophrènes. Dites, tiens, les schizophrènes, pourquoi ils nous parlent des schizophrènes? C'est 600 000 personnes en France, les schizophrènes. Alors vous faites quoi? Vous faites une croix dessus en disant, le gars, il est schizophrène, il n'a pas sa place dans la société. Moi, je veux qu'il ait sa place dans la société. Je veux qu'il puisse travailler. Parce que je considère qu'il vaut beaucoup mieux travailler dans un établissement particulier ou dans une association, mais avoir des collègues de travail, avoir un environnement de travail, que d'être exclu parce que vous êtes schizophrène. Prenez des gens qui ont des troubles du comportement, les fameux TOC. 2 millions de personnes en France. C'est extraordinairement invalidant, les TOC. Vous avez plein de gens qui n'arrivent pas à l'heure le matin, tout simplement parce qu'ils ont des troubles comportementaux, qui vont vérifier 50 fois que la serrure est bien fermée, qu'ils ont éteint le robinet. Ce n'est pas 100 000 personnes, ce n'est pas 200 000 personnes, c'est 2 millions de personnes. Et je pense que lorsqu'on veut diriger une nation, on doit expliquer ce que l'on veut pour la nation. Je veux que chaque Français ait sa place dans le travail. Et donc je préfère contourner par les contrats d'insertion la question du SMIC, mais qu'une personne qui a des troubles psychiques, qui a des troubles du comportement, qui est schizophrène, qui a été cassée par la vie, qui a des problèmes d'alcoolisme, puisse quand même trouver un travail. Deuxième exemple, l'alternance et l'apprentissage. Moi, j'adore tous ces politiques qui vous disent qu'il faut développer l'apprentissage, c'est super important, c'est la voie d'avenir. D'accord. Mais dans ce cas-là, prenons les décisions qui s'imposent. Je rappelle qu'un apprenti aujourd'hui, son coût peut être supérieur à celui d'un salarié avec 10 ans d'ancienneté qui est un peu plus payé que le SMIC. Donc le problème n'est pas le salarié au SMIC. Le problème est l'apprenti qui va être payé quasiment au niveau du SMIC, alors que, je le rappelle, il ne travaille qu'une semaine sur 2, et que dans beaucoup des cas, l'entreprise doit en plus payer sa formation. Le chef d'entreprise, il a vite fait ses comptes. Vous me dites d'embaucher un apprenti, monsieur le maire, c'est bien gentil. Il me coûte le même prix qu'un salarié au SMIC, il travaille 2 fois moins, il est par définition moins compétent parce qu'il n'est pas dans l'entreprise depuis très longtemps, et en plus, dans certains cas, je dois aussi payer ses études, donc je ne l'embauche pas. Moi, je propose qu'on réduise drastiquement le niveau de rémunération des apprentis pour que ça corresponde à ce qu'ils apportent comme valeur travail, et je préfère un apprenti moins payé qui a un job à des apprentis très bien payés qui ne trouvent pas de place dans l'entreprise. Je le dis aussi simplement que cela. Et vous voyez que ça répond à votre question du SMIC, parce que moi, mon objectif n'est pas de toucher au SMIC, mon objectif est que chaque personne en France, qui soit jeune, qui soit peu qualifiée, qui ait des problèmes psychologiques, qu'il ait été cassé par la vie, que chaque personne puisse trouver un travail. Vous allez entamer la semaine prochaine à Vesoul, si j'ai bien compris, un long marathon, et qu'ici, j'en crois donc la une de Vincent, pourrait se terminer en mai 2017. Question, comment allez-vous vous préparer? Vous avez visiblement envie d'en découdre. Comment vous êtes-vous préparé sur le plan physique, psychologique, familial, opérationnel, pour aborder, et je vous le souhaite, gagner ce marathon? En tout cas, vous avez retroussé vos manches dès 8h30. Hein. Ça, c'est mon originalité, c'est-à-dire que moi, j'ai commencé ma vie en costard-cravate, et je pense que je vais la finir en t-shirt. La question que vous posez est tout à fait essentielle, parce que je considère que dans une primaire, dans une élection, au bout du compte, on gagne par son envie, parce que vous dégagez. Les programmes, c'est très important. Parce qu'évidemment, il faut savoir exactement ce que l'on va faire, avec qui on va le faire, quand on va le faire, comment on va le faire. Et les équipes, c'est essentiel. Mais au bout du compte, c'est ce que vous dégagez, vous, physiquement, instinctivement, animalement, je dirais, pour reprendre l'exemple du tigre, qui fait la différence. C'est ça qui fait la différence. Les gens, quand vous présentez une élection, c'est pour ça que c'est un métier particulier. Ils vous regardent, ils vous flairent, ils vous sentent, ils essayent de voir s'il n'y a pas un truc, si vous ne trichez pas, si vous êtes sincère. Il est sincère, il n'est pas sincère. Il nous raconte des choses justes ou il est en train de se foutre de notre gueule. Il y croit, il n'y croit pas. Il va le faire ou il ne va pas le faire. Il est crédible ou il n'est pas crédible. C'est là-dessus que ça se jouera.
qu'est-ce qu'il y a au fond du bonhomme? Qu'est-ce qu'il y a au fond du bonhomme? Et c'est parfaitement légitime, cette interrogation. Quand vous prétendez diriger une nation de 65 millions d'habitants, qui reste la 5e ou 6e puissance économique mondiale, qui a le feu nucléaire, qui est membre permanent du Conseil de sécurité des Nations Unies, qui est une nation singulière, parce que la France n'est pas n'importe quelle nation. Mais c'est normal que les 65 millions d'habitants aillent se demander, mais qu'est-ce qu'il a, au fond, ce bonhomme? C'est d'abord ça, une élection, comme l'élection présidentielle ou comme la primaire. C'est accepter que les gens aillent vous peser, comme dirait la Bible, pour savoir si vous êtes suffisamment lourd ou si vous êtes trop léger. Vous avez été jugé et vous avez été jugé trop léger. Ou au contraire, vous avez été jugé et on a trouvé que vous aviez la gravité suffisante pour occuper le poste. C'est ça qui fait une élection à ce niveau-là. Donc il faut être prêt intérieurement. Il faut savoir qu'intérieurement, vous êtes prêt. Moi, je suis prêt, je le sais. Ça fait 15 ans que je fais de la politique. J'ai été avec Dominique de Villepin et Jacques Chirac pendant la crise irakienne. J'ai vu ce que c'était qu'un affrontement diplomatique de très haut niveau, avec des enjeux de vie et de mort. J'ai dirigé le cabinet du Premier ministre à Matignon. Je connais l'administration mieux que personne. Et c'est bien pour ça que je vous dis qu'il faut remettre l'administration en ordre de marche et créer un vrai firewall entre les fonctionnaires et la politique. J'ai été ministre de l'Agriculture. J'ai vu ce que c'était que la détresse des paysans quand leur revenu s'effondre de 30%, et c'est encore le cas aujourd'hui. Et je sais d'expérience que vous ne pouvez rien faire contre la colère du peuple quand vraiment il y a du désespoir dans le pays. J'ai sillonné le pays depuis 4 ans. Je suis allé au fin fond de la Guyane. Quand je vais en Guyane pour structurer mes réseaux, je ne me contente pas d'aller à Kourou ou d'aller à Cayenne. Ensuite, je prends l'avion. Je vais jusqu'à Saint-Laurent-du-Maroni. Et puis quand je suis à Saint-Laurent-du-Maroni, je reprends un autre petit avion. Et puis je reprends ensuite un 4x4 et je vais sur la piste pour aller jusqu'à Papaïcheton, qui est toute petite ville de 1700 habitants, au bord du fleuve Maroni, en face du Suriname, parce qu'il y a 1700 habitants et que ça vaut le coup de faire 4 heures de 4x4 pour aller voir ces 1700 habitants. Quand vous avez fait ça, et la même chose dans la Creuse, et la même chose en Bretagne, et la même chose dans le Morbihan, et la même chose en Alsace, la même chose dans le Nord ou dans le Sud-Ouest, vous êtes prêts parce que vous savez ce que vous voulez pour le pays et que vous connaissez le pays. C'est ensuite, pour reprendre le mot de Vincent, une vraie ascèse. Heureusement qu'on fait un petit déjeuner, parce que moi j'ai horreur des dîners. Je suis couché à 23 h tous les soirs, et donc le soir, les dîners, c'est pas mon truc. Vous ne me verrez jamais un dîner en ville, je sors peu, c'est une vraie ascèse de sportif, parce qu'il faut tenir le coup physiquement. Je me lève à 6 h 30, je me couche à 23 h tous les jours. Et je l'assume totalement. Je ne fais pas la fête, je ne sors pas, parce que je pense que ce n'est pas compatible avec le projet que je veux porter. Je préserve ma famille, parce que je considère que le plus précieux pour moi, c'est ma femme et mes 4 enfants, et que si ça va mal avec ma femme et mes 4 enfants, ben je ne pourrais pas être candidat. S'il y avait un vrai pépin avec un de mes enfants, je pense que ce serait un obstacle insurmontable pour être candidat. C'est peut-être le seul véritable obstacle. J'ai des équipes rapprochées que je connais depuis des années. Et je suis très fier de voir que quasiment tous mes collaborateurs de Matignon ou d'autres cabinets sont venus me rejoindre aujourd'hui. C'est quand même la preuve que même au bout de 10 ans, on a gardé les liens, on a construit quelque chose. Et mes équipes travaillent de manière amicale. Je n'aime pas les conflits inutiles. Je pense que la politique est suffisamment dure, les affrontements suffisamment violents, pour que dans sa propre équipe, les choses se passent bien, de manière transversale. Il n'y a pas le grand chef qui dit on fait ceci, on fait cela. On discute, on échange, on prend des décisions collectives. C'est ce qui vous donne la force aussi. Donc voilà comment je me prépare. C'est une discipline de sportif avec un objectif clair qui est celui de gagner. Bonjour Monsieur le maire et merci. Bonjour. Notre question porte sur l'agriculture que vous avez déjà évoquée et qui est devenue, peut-être par la force des choses, un de vos domaines de compétences. Le Premier ministre a annoncé au début de la semaine, je crois, une année blanche de cotisation pour les agriculteurs.
La première chose que je me suis dit en entendant cette mesure, c'est que c'était vraiment quelque chose de temporaire et de conjoncturel. Est-ce que vous avez en tête, si vous arrivez au pouvoir, des mesures vraiment de long terme pour résoudre ce qui est devenu une crise agricole assez insupportable pour nos agriculteurs? Et je vous demande une réponse courte sur ce sujet que vous connaissez pas par cœur, sur lequel vous pourriez faire une conférence de 5 heures. Poser des mauvaises questions, je ferai des réponses courtes. J'approuve évidemment totalement ce qui est fait en matière de soutien en trésorerie des agriculteurs, mais c'est plus du tout à la hauteur des enjeux. Plus du tout. Il y a deux questions clés, pour faire court. La première, c'est améliorer la compétitivité de nos exploitations en diminuant les charges et en allégeant les normes, les règles, les contraintes administratives qui pèsent sur nos exploitations françaises, qui sont les plus lourdes de tous les pays européens. Puis un deuxième combat à livrer, qui est le combat européen. Et là, je peux vous garantir que pour le coup, il vaut mieux réserver ses forces pour ce combat-là parce qu'il sera difficile. Moi, je crois à la régulation en matière agricole. Et je pense que l'orientation dans laquelle on est en train de se mettre, sous l'impulsion de l'Allemagne, du Danemark, d'un certain nombre de pays du Nord, qui vise à libéraliser complètement le marché agricole, est une erreur stratégique majeure et contraire aux intérêts français. Parce qu'elle conduira à des produits agricoles totalement uniformisés, totalement aseptisés, et ça tuera la production agricole française dans ce qu'elle a de très spécifique aujourd'hui. Donc moi je suis pour qu'on remette, je vais être très court là-dessus, mais c'est un vrai débat de fond, qu'on remette un minimum de régulation dans les marchés agricoles européens. Bonjour monsieur, merci pour votre intervention. Au niveau de la défense nationale, en ce moment on voit que la défense est revenue au centre du débat. Pour les Français, avant, c'était quelque chose de lointain. Quelle est votre vision de la défense pour demain? Louis, tu ne m'aides pas pour des réponses courtes. D'abord, bravo pour les documentaires qui sont absolument exceptionnels et qui prouvent qu'on peut faire encore de la grande télévision instructive pour tous. Puis je pense qu'on pourra se voir après le petit déjeuner. Si je devais être élu en 2017, je ferai immédiatement un référendum sur le renouvellement démocratique. Je prendrai une série d'ordonnances pour relancer l'activité et le travail en France. Je prendrai des décisions fiscales dans la loi de finances de novembre visant à ramener l'imposition du capital à 25% en France en mettant dans la Constitution le principe de stabilité fiscale. Et en dernier lieu, je ferai adopter une nouvelle loi de programmation militaire à l'été 2017 pour donner à nos armées les moyens de nous protéger. Je ne fais pas ça parce que j'aime les armées, c'est le cas. J'ai toujours considéré que la France, c'était ses armées. C'est une part de notre histoire et une part essentielle de notre identité. Mais je le fais tout simplement parce que j'estime que la menace ne va cesser de s'aggraver dans les années qui viennent. Que ce qui se passe en Syrie, ce qui se passe entre la Turquie et la Russie, ce qui peut se passer demain entre Iran et Israël, nécessite impérativement que nous renforcions notre outil militaire. Pour être très précis, je veux porter à 2% de la richesse nationale le budget des armées françaises. Je veux que, sur l'armée de terre, nous puissions passer de 77 000 forces opérationnelles terrestres. Aujourd'hui, il y en a 71 000. François Hollande a annoncé qu'il les porterait à 77 000 à la fin du quinquennat. Moi, je veux que nous en rajoutions 30 000 sur les 10 prochaines années pour qu'on porte l'ensemble des forces opérationnelles terrestres de la France à 107 000 militaires prêts à intervenir sur le théâtre d'opérations extérieures. Je veux qu'on puisse racheter 10 A400M pour transporter nos troupes sur le théâtre d'opérations extérieures et qu'on ne dépende plus des Antonov russes ou de location d'autres appareils de transport de troupes. Je veux qu'on rachète 50 Rafales pour équiper à la fois les forces marines et les forces aéroportées. Je veux que nous puissions, en matière de marine, recruter et acheter un certain nombre de vedettes qui nous permettront de protéger nos frontières, notamment face au risque d'immigration illégale et à l'afflux de réfugiés que l'on connaît depuis des années. Je dis simplement que la nécessité de réinvestir sur les armées françaises est impérative.
Merci de vous présenter. Vous avez souhaité une mauvaise question, la voilà. Vous l'avez évoqué, l'idée d'un ticket avec Alain Juppé. Si on admet que le vrai enjeu, c'est que 2017 soit gagné par notre camp, pourquoi ne pas l'imaginer avant la primaire? Ça va me permettre de faire une réponse courte. Je ne ferai pas de ticket. Mais alors attendez, moi je reviens quand même. Comment nous convaincre en dehors de cette réponse courte et déterminée que votre stratégie, c'est pas d'être finalement Premier ministre et de vous mettre en piste pour 2022? Comment nous convaincre alors que c'est une marche assez classique? Est-ce que quelqu'un dans cette salle veut être Premier ministre? Peut-être. Eh bien, tous ceux qui veulent être Premier ministre dans cette salle, je donne un conseil. Ne vous présentez pas à la primaire. Parce que j'ai une certitude. Le prochain Premier ministre n'aura pas été candidat à la primaire. Si vous êtes candidat à la primaire, vous allez vous affronter. Et parmi les grands candidats que vous avez aujourd'hui, il y aura des vraies différences. Et c'est bien qu'il y ait des différences. Nicolas Sarkozy propose de baisser massivement l'impôt sur le revenu dès 2017. C'est un choix, il est parfaitement respectable. Ce ne sera pas le mien, parce que j'estime que c'est trop coûteux. Mais pourquoi pas? Alain Juppé trouve que la réforme du collège de Najat Vallaud-Belkacem est bien et qu'il n'y touchera pas. Moi, je veux la supprimer totalement. C'est des vraies différences. François Fillon dit « Je veux porter le temps de travail dans les hôpitaux et dans les établissements publics à 39 heures ». Moi, je ne le proposerai pas. Je considère que si déjà on faisait travailler tout le monde 35 heures dans les établissements publics, ce serait déjà un sacré progrès. Donc on a des vraies différences, avec, sur le fond, et heureusement des points de convergence, mais des vraies différences. On ne va pas s'affronter pendant 6 mois sur des sujets de fond qui sont dignes, qui sont respectables, pour ensuite conclure des accords en disant « Ah oui, en fait, on est d'accord sur l'essentiel, donc on va quand même conclure un deal et se retrouver l'un président de la République, l'autre Premier ministre ». Ce n'est pas ma conception de la politique. Et je suis prêt à prendre tous les paris avec vous ici. Le prochain Premier ministre ne se sera pas présenté à la primaire. Une dernière question avant ma petite séquence plus personnelle, peut-être monsieur, là juste devant. Merci. Question courte pour une réponse courte. Supprimerez-vous l'ISF? Oui. Bon. Alors, ça me permet de rentrer dans la séquence personnelle tout de suite. Merci de votre question rapide. Quand est-ce que vous avez décidé que vous aviez effectivement l'étoffe d'un président de la République? Il y en a qui en rêvent depuis qu'ils sont en culotte courte. Il y en a qui, vers l'âge de 20 ans, se disent « Tiens, j'ai fait mes études, finalement j'ai bien réfléchi, je ne veux pas être pompier, je ne veux pas être policier, je ne veux pas être enseignant, je veux être président de la République. » Et puis il y en a d'autres à qui ça vient sur le tard. Moi, j'appartiens à cette troisième catégorie. À un moment donné, je me suis dit « J'aime pas ce que mon pays devient. » J'aime la France profondément, intimement, charnellement. Et j'aime pas ce qu'elle devient. J'aime pas la voir humiliée sur la scène internationale. J'aime pas voir des gens qui travaillent et qui s'en sortent pas. J'aime pas voir des gamins qui viennent de quartiers difficiles, qui sont dans des écoles où de toute façon ils ne pourront pas s'en sortir. J'aime pas voir des enfants d'ouvriers qui de toute façon n'ont aucune chance de devenir médecin, avocat ou chef d'entreprise demain parce qu'il n'y a même plus d'échelle sociale dans notre pays. J'aime pas ce que la France est en train de devenir. C'est tout. Ça me révolte. Et à un moment donné, je me suis dit, mais qui peut redresser ça? Ceux qui ont déjà occupé les premières fonctions? Mais je sais bien qu'ils ne le feront pas. Je le sais. Ils ne le feront pas. Ils n'inventeront pas la France de demain. Donc je me suis dit, prends tes responsabilités. Tu es responsable politique. Tu as déjà 15 années d'expérience politique derrière toi. Tu connais bien l'État. Tu connais bien les affaires internationales. Tu connais bien la ruralité. Bien sûr que j'ai plein de défauts. Bien sûr que j'ai des faiblesses, comme tout le monde.
Je n'ai pas la prétention d'avoir la vérité révélée sur tous les sujets. J'essaie juste de travailler pour combler mes manques ici ou là. Mais à un moment donné, je me suis dit tout simplement, j'ai l'expérience. Et j'ai l'envie. Donc je suis prêt. Et donc je vais y aller. Et je peux vous garantir que je ne vais pas y aller pour faire de la figuration. Je vais y aller parce que je me sens porté par tout ce que j'ai vu de la France et porté par tout ce que je veux pour la France et pour les Français. Et je dirais que c'est au cours des derniers mois que ça s'est passé, cette transformation. Je ne pédale pas sur mon vélo tous les matins depuis 25 ans en me disant « je vais devenir président de la République ». Non. Je vois ça comme un sacerdoce, ça représente beaucoup de sacrifices, mais je me dis que maintenant, ça y est, il faut y aller. Vous nous aviez dit tout à l'heure que vous étiez peut-être plus italien qu'allemand, alors qu'on croyait que vous étiez germanophile, mais ce côté allemand, qu'est-ce qui vous apporte? De la rigueur. Un petit scoop du livre, vous nous aviez dit que vous alliez nous donner quelques lignes surprenantes qu'il y a dans le livre. Je pense que, je ne vais pas vous donner un grand scoop, je vais juste vous raconter une petite histoire. On peut mesurer la gravité de cette ambition et en même temps ne pas se prendre trop au sérieux. Je pense que les hommes et les femmes politiques français, en règle générale, se prennent beaucoup trop au sérieux et qu'il faut savoir avoir un peu de dérision sur soi. Et donc je vais vous raconter une anecdote que je raconte dans le livre, parce que j'ai toujours en tête et que ça vous remet les idées en place. C'était pendant mon service militaire. J'étais à Montélimar, dans un régiment qui aujourd'hui a fermé et qui a été transformé en centre culturel, comme quoi les militaires, ça peut mener à la culture. Et c'était un matin de janvier, il faisait très froid. Il y avait plein de neige dans la cour. Et on devait démonter le FAMAS. Donc je démonte mon FAMAS dans la cour. Fusil d'assaut. Hein. Fusil d'assaut militaire de la manufacture d'armes de Saint-Étienne, pour ceux qui ne le sauraient pas. Je démonte mon FAMAS. Il faisait très froid, donc j'avais les doigts un peu engourdis. Puis dans le FAMAS, il y a une petite pièce qui s'appelle la tête de Mickey, qui est dans un alliage très précis, donc qui coûte très cher, et qui a le malheur d'être montée au bout d'un ressort. Il fait froid, je ne suis pas spécialement habile, donc évidemment le ressort part, la tête de Mickey aussi, paf, au milieu de la cour, dans la neige, paumée. Perdu la tête de Mickey. Et là, je vois le sergent arriver, haut comme 3 pommes, qui devait m'arriver au niveau de la taille, qui avait les 2 pouces dans le ceinturon, qui s'approche de moi, qui lève la tête vers moi et qui me dit « Le maire, non seulement vous êtes grand, mais en plus, vous êtes con ».